En 1914, les marines allemandes et britanniques pensaient que la guerre ne serait qu'une succession de combats en mer opposant leurs plus gros cuirassés. En fait, on n'assista qu'à une seule bataille navale importante. Le reste de la guerre sur l'eau fut très différent de ce à quoi on s'attendait, car on vit s'établir la domination d'une nouvelle arme, le sous-marin. C'était terrible de servir à bord des sous-marins. Ils étaient petits et très vulnérables. Avant que les Alliés ne connaissent la victoire finale, cette guerre fut marquée par les destructions massives de navires, les blocus, les déceptions et les tragédies. Mais surtout, elle vit l'avènement de nombreuses innovations technologiques et des progrès fulgurants furent accomplis en matière d'armement, que ce soit dans le domaine de l'aviation ou des batailles navales. Pour la première fois aujourd'hui, vous pouvez la découvrir telle qu'elle a eu lieu, en couleur. Depuis la bataille de Trafalgar, la marine britannique dominait les océans. Avant que n'éclate la guerre, des expositions comme la revue navale de Spithead attestaient de sa puissance. Je me souviens d'être allé voir la revue de Spithead. Il y avait des navires de toutes les tailles là-bas. C'était une visite très agréable. Et avec les autres enfants, nous étions survoltés parce que, où que l'on aille, on rencontrait des uniformes bleus. Il y avait des marins partout. En ce temps-là, les forces de notre pays étaient surtout navales. La Grande-Bretagne est une île de taille modeste qui dépendait du commerce. Et pour que ces navires marchands puissent circuler en sécurité, il était vital qu'elle contrôle les océans. Mais au cours de la décennie précédant la Première Guerre mondiale, la suprématie de la marine britannique commença à être ébranlée. Depuis qu'il était devenu empereur d'Allemagne en 1888, Guillaume II était déterminé à étendre son autorité à l'étranger pour rivaliser avec les autres nations européennes. Pour bâtir son empire, il avait besoin de créer une marine militaire. Les ambitions du Kaiser, ainsi que la détermination de l'Angleterre à maintenir son avance, donnèrent lieu à une onéreuse course à l'armement naval. La compétition était principalement axée autour d'un nouveau type de cuirassé lancé en 1905 par les Britanniques et nommé d'après le premier modèle, le Dreadnought. Un énorme bâtiment avec une puissance de feu supérieure à tout ce qui se faisait à l'époque. Le Dreadnought a introduit deux changements fondamentaux dans la technologie des cuirassés. Premièrement, l'armement principal est passé de 4 à 8, voire 10 canons de gros calibre. Et deuxièmement, de puissants moteurs à turbines ont fait leur apparition, augmentant ainsi la vitesse de la flotte. C'était un vrai bond en avant dans les performances de ces navires. Et pendant 8 ans, on a assisté à une course soutenue pour construire des bateaux de plus en plus gros et de plus en plus puissants. Lord Fisher, amiral de la flotte et inventeur du Dreadnought, affirmait que ce dernier n'avait rien à voir avec les autres cuirassés. Le seul problème qui reste en suspens, c'est le nombre de Dreadnoughts. Peu importe quel vaisseau essaie de s'attaquer à lui, le Dreadnought les engloutit tous. C'est exactement ce qui se passe quand un tatou rencontre des fourmis. Le tatou sort sa langue et il les gobe. Quand la guerre fut déclarée en août 1914, les Allemands avaient déjà construit 13 Dreadnoughts, contre 21 pour les Anglais. Dans les deux camps, les matelots n'avaient plus qu'une seule hâte, mettre leur nouvelle arme à l'épreuve. Les nouvelles recrues affluent quotidiennement et débordent d'enthousiasme. Si seulement la flotte allemande se montrait, nous les coulerions tous en quelques minutes. Quand la guerre a éclaté, Fred Bundy n'avait que 15 ans. Tout ce que je savais, c'est que le Kaiser n'était pas quelqu'un de fréquentable et que si j'avais l'occasion de le rencontrer, je le descendrais.
Dès que cela fut possible, Bundy s'engagea à plein temps dans la marine. J'ai trouvé l'idée merveilleuse. Dans les tranchées, par exemple, à peine sorties, vous vous faites cribler de balles. Alors c'était ça ou s'enrôler dans la marine. Et puis j'avais toujours pensé que le bateau, c'était l'idéal. Les Allemands étaient tout aussi impatients. En 1914, Richard Stumpf, matelot dans la flotte de haute mer, attendait de passer à l'action. Notre joie et notre enthousiasme étaient sans bornes. Nous avons fait la fête jusque tard dans la nuit, car ce dont nous avions à la fois envie et peur était enfin arrivé. Nous avions bâti notre marine militaire et nous pouvions combattre ces fourbes d'Anglais. Mais le coût ainsi que le prestige des dreadnoughts eurent un curieux effet pervers. Personne ne pouvait se permettre d'en perdre un seul. L'amiral John Jellicoe, commandant en chef de la flotte basée à Scapa Flow, était réticent ne serait-ce qu'à sortir ses dreadnoughts du port. Pourvu que nous ayons une chance de détruire quelques-uns des plus gros navires ennemis, il n'est que juste que nous prenions des risques. Mais à moins que cette probabilité ne soit très élevée, je ne pense pas que de tels risques devraient être encourus. Sa plus grande peur était que s'il menait sa coûteuse flotte au large et qu'il perdait une bataille, il pourrait carrément, comme il le disait, perdre la guerre en une après-midi. Ainsi, on avait là deux flottes ennemies, chacune au mouillage dans son quartier général, mais d'une certaine façon, elles se neutralisaient sans pour autant prendre la mer. La prudence était telle dans les deux camps que les flottes attendirent 2 années entières après le début de la guerre pour engager une bataille au sens propre. Alors que les dreadnoughts demeuraient en sécurité au port, le reste de la marine britannique mit en place un blocus afin d'affamer la population allemande en entravant son commerce avec le monde extérieur. Les Anglais, avec leur plus grande flotte de croiseurs et de destroyers, prirent rapidement le contrôle de la mer du Nord. Ils purent ainsi intercepter presque tous les navires marchands arrivant en provenance de pays neutres et se dirigeant vers des ports allemands. Les bateaux des pays neutres étaient déroutés vers les ports britanniques, où on leur achetait leur cargaison. Ce qui n'était pas pour déplaire aux équipages qui voyaient là leur voyage écourté. Les affréteurs étaient payés, et donc les seuls que cela dérangeait en fin de compte, c'étaient les Allemands. Impuissants, les marins allemands ne pouvaient que regarder les Britanniques s'approvisionner pour la guerre, tandis que chez eux, leurs compatriotes souffraient. Quand on voyait les quantités de marchandises convergeant vers l'Angleterre, quand on voyait avec quelle détermination l'ennemi faisait venir des 4 coins de la planète les équipements qui allaient conforter son avance dans le combat qui nous opposait, alors on comprenait aisément la gravité de la situation. Une nouvelle arme allait révolutionner la bataille navale. Le sous-marin, ou comme l'appelaient les Allemands, le U-boat. Quand la guerre éclata, la Grande-Bretagne possédait plus de sous-marins que l'Allemagne. La vie à leur bord était bien différente de la vie vécue sur les gros cuirassés. J'étais claustrophobe, comme ils disent. Quand je suis quelque part, j'aime bien pouvoir sortir. Là, j'étais enfermé, ça ne me plaisait pas. C'était terrible de servir à bord des sous-marins. Ils étaient petits et très vulnérables. C'étaient tous des volontaires qui voulaient gagner un shilling de plus par jour. Vu le nombre réduit de submersibles, la marine ne souhaitait pas qu'il y ait trop de volontaires. Mais avec le temps, il en fut construit de plus en plus. Et là, on obligeait les marins à y aller. Certains étaient réticents au moment d'embarquer, mais quand on les revoyait, ils étaient ravis. Dans le sous-marin, on ne faisait qu'un. Si vous êtes lieutenant et moi chauffeur, on travaillera ensemble parce que si le sous-marin est touché, il faudra savoir quoi faire. Les Anglais patrouillaient à bord de leurs submersibles afin d'épauler les navires de surface. Les Allemands allaient utiliser leurs U-boats dans un but entièrement différent. Ceux-ci opéraient comme des chasseurs solitaires et étaient la seule arme efficace de l'Allemagne dans la bataille navale. Les U-boats passaient le plus clair de leur temps à la surface, procurant ainsi à leurs équipages quelques instants de paix et de calme. Après nous être régalés au dîner avec le poisson frais que nous offraient nos amis pêcheurs,
nous nous hissions gaiement sur le kiosque afin de fumer un cigare et de respirer le bon air du nord. À l'horizon, des teintes violettes et grises remplaçaient les lueurs du coucher du soleil. Sous l'eau, quand le sous-marin partait à la recherche de sa proie, l'ambiance changeait du tout au tout. Il n'y a pas de mots pour décrire l'atmosphère qui régnait en plongée. La chaleur était épouvantable et le thermomètre avoisinait les 45 degrés. Les hommes se tenaient au-dessus des moteurs, habillés du minimum. Ils avaient les traits tirés et leurs visages couverts d'huile et de crasse ressemblaient à des masques mortuaires. En septembre 1914, cette nouvelle menace venue des profondeurs prouva son potentiel meurtrier. 3 navires britanniques vieillissants, l'Aboukir, le Hogg et le Crécy, furent coulés en une seule journée par un U-boat allemand. Dans une lettre adressée à sa famille, un marin anglais raconte comment il a miraculeusement survécu. Chère mamie, je viens de vivre une expérience des plus palpitantes. Aujourd'hui, nous avons été réveillés par un épouvantable fracas et le bateau tout entier a tremblé. L'Aboukir a alors brusquement sombré et nous avons eu juste le temps de glisser le long de sa coque pour aller dans l'eau. J'ai nagé jusqu'au Hogg et à peine étais-je monté à son bord qu'il fut touché à son tour et qu'il coula en 3 minutes. J'ai alors nagé jusqu'au Crécy où l'on m'offrit un bol de chocolat chaud. J'étais encore en train de le boire quand le navire fut torpillé. J'ai à nouveau sauté par-dessus bord et je suis resté 3 heures dans l'eau avant qu'on ne me repêche. 1400 marins périrent au cours de cet assaut. Le U-boat pouvait s'approcher de ses cibles sans se faire remarquer. Seulement, quand celles-ci s'avéraient être des navires de commerce, le caractère surprenant de ces attaques posait un problème à la fois juridique et diplomatique. Selon la loi internationale, avant d'attaquer un navire marchand, il fallait d'abord l'arrêter, puis monter à son bord pour inspecter sa cargaison. S'il s'avérait que les produits transportés étaient destinés à assister l'ennemi, alors les assaillants devaient permettre à l'équipage de quitter le bateau sain et sauf. Ce n'est qu'ensuite qu'ils pouvaient faire sauter le cargo. Bien entendu, le fait de devoir arraisonner ces navires et de jouer cette petite comédie supprimait l'avantage du sous-marin à pouvoir attaquer sans être vu. C'était une arme sournoise, une arme indigne des Anglais, comme le disait un reporter. Frustrés, certains commandants de U-boat commencèrent à enfreindre les règles et coulèrent des navires marchands sans sommation, affirmant que leur cible transportait des munitions, voire que c'étaient les Britanniques et non eux qui étaient responsables de ces attaques. Dans leurs films de propagande, les Allemands essayaient de convaincre l'opinion mondiale qu'ils respectaient la loi et même qu'ils remorquaient les équipages commerciaux en lieu sûr. Mais au début de l'année 1915, cette mascarade prit fin. Le Kaiser et ses commandants décidèrent de donner carte blanche aux sous-marins. Sur le front ouest, la guerre s'enlisait dans les tranchées. L'armée allemande était tenue en échec par les Anglais et les Français. Sa seule façon d'avancer était de couper les vivres à la Grande-Bretagne en entravant son commerce. Le 22 février, l'Allemagne déclara sur mer la guerre totale. Dorénavant, les U-boats tireraient sans sommation sur les cargos à destination des ports alliés. La guerre sous-marine totale signifiait qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Ils ont pensé, un peu en désespoir de cause, « Essayons cela, ça peut marcher ». Je crois aussi que la marine allemande s'est dit « Nous ne faisons pas ce que nous avions prévu. Nous ne livrons pas cette grande bataille avec les dreadnoughts. Et si nous ne réagissons pas, les soldats sur le front ouest vont se demander pourquoi ils meurent au combat alors que la marine ne fait rien. » À bord des U-boats, c'était la joie et le soulagement. Enfin, nous y sommes. La guerre sous-marine totale. Nous voilà débarrassés de ces contraintes qui pesaient sur nous depuis le jour où le conflit a commencé. En 3 mois, les Allemands envoyèrent 115 navires par le fond. Mais un de ces U-boats alla trop loin. Le 7 mai 1915, le paquebot Lusitania de la compagnie Cunard quitta les États-Unis à destination de l'Angleterre. Alice Drury, nourrice dans une famille américaine, était en train de s'occuper de leur bébé quand la première torpille allemande frappa.
Sans réfléchir, j'ai pris le châle et le bébé. Stuart était aussi dans la cabine et il criait « Je ne veux pas me noyer, je ne veux pas me noyer !» Je suis allée jusqu'à lui et je lui ai dit de s'accrocher à moi quoi qu'il arrive, ce qu'il fit. L'autre nourrice m'a alors demandé ce qu'elle devait faire et je lui ai répondu de veiller sur le bébé. Je ne les ai jamais revus, ni elle, ni Bunny. Plus de 1200 personnes périrent dans le naufrage du Lusitania. Cela donne aux Britanniques un avantage indéniable qu'ils vont exploiter très efficacement. Leur propagande va devenir une arme essentielle dont la cible principale est l'opinion publique américaine. Le Lusitania est une bénédiction pour les Anglais. C'est la chose la plus idiote que les Allemands pouvaient faire. Le torpillage et le naufrage du Lusitania illustrent l'indifférence dont fait preuve l'opinion mondiale en général et celle de ce pays en particulier. Il est triste de constater qu'à notre époque, la soif de sang puisse détrôner la raison. Le gros du scandale retomba sur le Kaiser lui-même. C'était scandaleux. Ça n'aurait jamais dû arriver parce que s'il avait été quelqu'un de bien, il aurait dit « C'est un bateau plein de civils, qu'est-ce que ça va m'apporter de le couler? Qu'ils aillent où bon leur semble. » C'est la réaction que j'aurais eue, mais pas lui. Cette attaque était uniquement destinée à choquer les Anglais et à leur envoyer un message du genre « On ne joue plus maintenant, c'est sérieux ». Le tollé général provoqué par le torpillage du Lusitania incita l'Allemagne à observer à nouveau la loi internationale. Mais les frustrations n'allaient pas tarder à refaire surface. En novembre 1915, le commandant en chef allemand écrivit « Un U-boat ne peut pas épargner les équipages. Que le monde du transport maritime soit prévenu. Les vies de ces hommes sont en danger. C'est une excellente raison qui veut que tout commerce avec l'Angleterre doit cesser dans les plus brefs délais. La gravité de la situation exige que nous soyons dénués de tout scrupule. » En février 1916, la guerre sous-marine totale recommence, ainsi qu'un certain sentiment d'écœurement. L'utilisation de sous-marins contre des navires marchands, comme ça a été le cas ces dernières semaines, implique inévitablement une violation des principes sacrés de justice et d'humanité. Nos bateaux étaient les cibles d'un ennemi invisible. Ils pouvaient être coulés par un tir de torpille avant même de pouvoir envoyer un signal de détresse ou de tenter de fuir. Les paquebots, les cargos, les chalutiers, les hommes, les femmes, les enfants, tous étaient à la merci d'un ennemi invisible. Au printemps 1916, par crainte d'inciter l'Amérique à se joindre au conflit, l'Allemagne interrompit sa campagne de guerre totale, pendant laquelle ses U-boats avaient tout de même eu le temps de couler pas moins de 212 navires. Alors que la guerre dans l'Atlantique et la mer du Nord était dominée par le blocus anglais et les sous-marins allemands, la marine britannique avait lancé une autre campagne, très différente de la bataille navale, mais également très désastreuse, à 2500 km à l'est. Quand la guerre éclata, l'homme à la tête de la marine britannique était le premier lord de l'amirauté, Winston Churchill. Comme la guerre des tranchées n'avançait pas sur le front ouest, il pensa que la marine pourrait lui fournir un autre moyen de gagner la guerre. Son plan était d'attaquer l'allié de l'Allemagne, la Turquie. Winston Churchill décide qu'en les attaquant par le détroit des Dardanelles, cela va éliminer les Turcs de la guerre, permettre aux Anglais de ravitailler les Russes en armes et ainsi provoquer la défaite des Allemands en leur coupant les vivres. C'est donc une stratégie très ambitieuse que d'attaquer sur cet autre front. En février 1915, des navires français et britanniques commencèrent à bombarder les forts qui gardaient les Dardanelles. Mais ces vieux cuirassés, des pré-dreadnoughts, eurent une mauvaise surprise. Les Turcs avaient installé un barrage de mines à l'endroit même où la flotte alliée, constituée de pré-dreadnoughts français et anglais, allait manœuvrer.
Résultat, 3 pré-dreadnoughts coulés, des centaines de morts et un gros coup au prestige britannique. Les marins alliés se rendirent vite compte qu'ils étaient des cibles faciles. Nous avons vu la mort en face aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, nous sommes rentrés sans avoir à déplorer aucune perte humaine. Pourtant, la majorité des matelots ne pensent pas que c'est grâce à Dieu. Ils attribuent ça aux 3 chauves-souris qu'on a à bord. Des dragueurs de mines furent appelés en renfort. Leur succès fut limité, mais finalement les forts turcs furent réduits au silence. Puis le 25 avril, les armées anglaises et françaises débarquèrent dans la presqu'île de Gallipoli, aux côtés des forces de l'Anzac, regroupant des soldats australiens et néo-zélandais. J'ai éprouvé un profond sentiment de peur et d'incertitude quand je me suis rendu compte que nombre des soldats qui étaient à bord de ces navires se dirigeaient vers une mort certaine. Je les imaginais déjà se faire abattre par centaines, sans même avoir pu arriver jusqu'au rivage, et pour les autres se faire faucher bien avant de quitter la plage et d'atteindre les positions turques. Les soldats turcs se sont très bien défendus, car ils ont été brillamment menés par leurs commandants. Les officiers allemands et turcs ont été parfaits, les Britanniques, les Français, car on comptait aussi beaucoup de Français, et les Anzac avaient peu de chances de succès malheureusement. L'offensive terrestre s'avéra être un désastre. En 8 mois, les Alliés subirent de très lourdes pertes, 140 000 blessés et 110 000 morts. En janvier 1916, les troupes furent évacuées. Quant à Churchill, il fut contraint de quitter l'amirauté. Après l'échec de l'offensive de Gallipoli, l'Angleterre et ses alliés ne retenteront jamais plus une telle intervention à l'étranger jusqu'à la fin de la guerre. Ce fut la dernière grosse opération amphibie. Les combats seront limités au continent européen et toutes les initiatives devront avoir lieu sur terre. Contrairement à l'armée de terre, la marine semblait mener une guerre silencieuse, marquée par la vigilance, les blocus et les désagréments de la vie au large. On ne pouvait pas emporter assez d'eau pour que tout le monde se lave. Alors, on remplissait un bol et on se le retournait au-dessus de la tête. Les gradés avaient le droit de prendre des bains, mais le commandant marquait le niveau d'eau dans la cuve pour que les jeunes officiers ne se servent pas trop souvent de la salle de bain. À bord des bâtiments de guerre, il y avait le cycle monotone constitué des tours de garde et des périodes de repos. Mais il y avait aussi les petits réconforts. Il y avait le joueur de clairon qui nous mettait de bonne humeur. Et puis on avait droit à notre petit verre de rhum. Tout au long de la Première Guerre mondiale, on a eu du rhum. Ensuite, on prenait notre repas. Pour finir, il fallait faire la vaisselle. Et là, je ne vous raconte pas les conditions d'hygiène à l'époque. Je crois que sur tous les bâtiments, lors de la Première Guerre, oui, même chez les cuirassés, il y avait des cafards et plein d'autres bestioles. On était obligé de vivre avec eux et... Si vous voulez mon avis, leur vie était plus saine que la nôtre. En 1916, le train-train quotidien des marins fut brusquement interrompu, mais seulement pendant une courte durée. Après avoir suspendu sa campagne de guerre sous-marine totale, l'Allemagne avait besoin de mettre en place une nouvelle stratégie navale et nomma à la tête de sa flotte le redoutable amiral Reinhard von Scheer. Au même moment, la guerre sur le front ouest entrait dans sa phase la plus meurtrière. Depuis février, les Allemands et les Français se battaient à Verdun, et chaque camp totalisait 350 000 morts et blessés. Les commandants de la marine allemande ne pouvaient pas rester les bras croisés pendant que leurs soldats se faisaient massacrer. Il fallait qu'ils fassent quelque chose. L'amiral von Scheer mit au point un projet d'embuscade visant à détruire une partie de la flotte britannique. En utilisant presque exclusivement des images d'archives tournées pendant des exercices, il est aujourd'hui possible de reconstruire le fil des événements.
L'idée de von Scheer consistait à envoyer les croiseurs cuirassés allemands rattachés au port de Kiel, de Wilhelmshaven, patrouiller au large des côtes de Norvège, afin d'attirer la flotte de l'amiral anglais David Beatty hors de sa base de Rosyth. Von Scheer enverrait ensuite des dreadnoughts pour détruire les bâtiments britanniques avant que le gros de la flotte, commandé par Sir John Jellicoe, n'arrive de Scapa Flow. Mais d'après un signal radio qui avait été intercepté, Jellicoe déduisit que les Allemands préparaient quelque chose et il décida de les prendre des vitesses en mobilisant toute sa flotte. À Scapa Flow, les marins se préparaient pour cette bataille qu'ils attendaient depuis 2 ans. Le commandant en chef donna l'ordre à tous les capitaines de faire monter la vapeur en pression et demanda qu'on le prévienne quand les navires seraient prêts à partir. On sentait que le grand jour était arrivé. L'atmosphère était électrique et l'attente insoutenable. Durant toute la phase préparatoire, les matelots et les officiers contenaient difficilement leur excitation. Le même soir, la flotte de Beatty quitta Rosyth. Imagine ça, chérie. Par une nuit sans étoiles, 12 bateaux majestueux en train de sortir du port, toute lumière éteinte. Le seul son qu'on entendait était le bruissement des vagues. Les U-boats allemands postés en observation ne s'étaient pas rendus compte que toute l'armada anglaise était sortie. Von Scheer exécuta son plan comme prévu, et le 31 mai 1916, le gros de la flotte allemande prit la mer. Le lever du soleil était somptueux. Ses rayons dorés se reflétaient à la surface de l'eau et la lumière révélait notre flotte de haute mer au grand complet en route vers l'ennemi. Quelle vue magnifique! Sur la mer du Nord, les deux armées se dirigeaient l'une vers l'autre. À midi, l'un des capitaines de Beatty repéra les Allemands. Urgent. 2 croiseurs, probablement ennemis en direction du sud-est. Puis ce furent les Allemands qui repérèrent les Anglais. Soudain, j'ai vu se profiler au loin d'énormes bâtiments, des monstres noirs, des géants qui avançaient à 6 de front sur 2 colonnes. Les deux armadas se rapprochaient à une vitesse combinée de 80 km/h. La salle des machines était pleine de fumée et il y faisait chaud comme dans un four. Après 2 années d'attente et d'observation, nous allions enfin affronter les Boches. La bataille du Jutland allait commencer. La première phase se solda par la débâcle des Britanniques. Malheureusement pour Beatty, ces navires ne tirent pas bien. Ils sont avantagés par la luminosité et la météo, mais ils ne sont pas assez entraînés. Très rapidement, la puissance de feu des Allemands leur est supérieure et 2 bâtiments anglais, le Queen Mary et l'Infatigable, coulent avec la majeure partie de leur équipage. Une terrible explosion retentit qui réduisit la proue en miettes. Puis une autre. J'ai nagé longtemps sous l'eau et quand j'ai refait surface, il n'y avait plus que des débris et de l'huile autour de moi. Je me tenais à côté de Sir David Beatty. Nous nous retournâmes et nous vîmes cet insoutenable spectacle. Il me regarda alors et me dit « Il y a quelque chose qui cloche avec nos satanés navires aujourd'hui. » Le problème ne venait pas des bateaux, mais de la façon dont Beatty les gérait. Il fallait agir vite et bien. Ainsi, les consignes de sécurité, comme la fermeture ou l'ouverture de certaines portes donnant sur les couloirs, n'étaient plus respectées. De telle façon que l'explosion provoquée par un tir touchant une tourelle se propageait en un éclair jusqu'au magasin où étaient entreposées 120 tonnes de munitions. Et les conséquences étaient désastreuses. Les munitions explosaient à leur tour et c'est justement ce qui s'est produit sur l'Infatigable et le Queen Mary. Ces bateaux gravement touchés, Beatty prit la direction du nord pour rejoindre la grande flotte de Jellicoe. Et von Scheer se mit à sa poursuite. Quelques heures plus tard, les Allemands se retrouvèrent face à la flotte britannique au grand complet. Quiconque a vécu ça vous dira que ce fut un moment extraordinaire. Je me souviens m'être dit, on en a déjà perdu pas mal et on va certainement encore en perdre. Mais peu importe, le principal c'est que les deux armadas se rencontrent.
La vraie bataille du Jutland commença alors, et cette fois la marine britannique démontra sa supériorité. Les Allemands perdirent un dreadnought, 4 croiseurs légers et 5 destroyers. Mais les Britanniques perdirent aussi un croiseur cuirassé, l'Invincible. Sur les 1000 hommes qui étaient à bord, seuls 6 survécurent. L'équipage d'un navire proche, l'Indomptable, le regarda sombrer. Moi et les officiers de l'Indomptable, nous étions très affectés par cette tragédie, car la veille de prendre la mer, nous avions passé une soirée des plus mémorables en compagnie des jeunes gradés de l'Invincible qui étaient montés à bord. Désormais, ils reposaient tous dans les profondeurs de l'océan. Dans l'obscurité naissante, il devint de plus en plus difficile de tirer juste. Mais les deux flottes continuèrent à se pilonner. La nuit était encore plus étrange et terrifiante que le jour. De temps à autre, on entendait une énorme explosion et des flammes de 30 mètres de haut éclairaient le ciel. Ces épisodes durèrent toute la nuit, jusqu'au petit matin. Profitant de la nuit, la flotte allemande prit discrètement la fuite et rentra au pays à toute allure. Le matin du 1er juin, elle avait rejoint leur base de Kiel et de Wilhelmshaven. Nous sommes rentrés au port où l'on nous a offert du café et de la nourriture. Comme nombre de mes camarades, je n'en ai pas voulu, car ce n'était pas de ça dont nous avions besoin. Nous nous sommes couchés par terre dans un coin du bateau et nous nous sommes endormis. Nous étions debout depuis 48 heures. Jutland est la bataille navale la plus controversée de tous les temps. Chaque camp prétend avoir gagné. Le lendemain, le Kaiser avait dit « Le charme de Trafalgar est rompu, nous avons vaincu les Anglais ». Mais dans son rapport officiel, von Scheer avoua « Nous ne devons jamais recommencer ou ils nous écraseront ». Et c'était vrai. Les Allemands savaient qu'ils avaient eu de la chance de rentrer chez eux avec la plupart de leurs navires et de leurs hommes. Tout comme les Allemands, les Britanniques présentèrent la bataille du Jutland comme une grande victoire navale. Mais Jellicoe savait que ses pertes avaient été considérablement plus importantes que celles de l'ennemi, que ce soit en termes de navires ou de vies humaines. Cependant, il contrôlait toujours la mer du Nord, et pour la marine allemande, c'était le retour à la case départ. Le front ouest était toujours dans l'impasse. Les Anglais avaient lancé l'offensive de la Somme, ce qui leur avait coûté 600 000 morts et blessés. Mais cette bataille avait fait aussi couler beaucoup de sang allemand. Avec sa flotte de surface, stationnée au port, le seul moyen pour la marine allemande d'aider les troupes au sol était de recourir à nouveau à la guerre sous-marine totale. En février 1917, le sort en fut jeté. Aux États-Unis, l'impact de cette décision fut dramatique. Quelques mois auparavant, Woodrow Wilson, qui venait d'être réélu président, avait dit à ses compatriotes qu'il ne pourrait plus rester neutre très longtemps, vu ce qui se passait de l'autre côté de l'Atlantique. L'enjeu de cette élection est bien plus vaste que nos problèmes nationaux, car la situation politique mondiale nous concerne plus que nos citoyens ne veulent bien le croire. L'avenir de la démocratie est en question, et il ne se joue pas seulement ici, mais dans le monde entier. Après que l'Allemagne eut déclaré la guerre sous-marine, Wilson, enhardi par son nouveau mandat électoral, lui adressa un ultime avertissement. Les Allemands n'en tinrent pas compte et accélérèrent la production de U-boats. Désormais, ils en avaient 110 qui parcouraient les mers. Si nous ne voulons pas nous faire décimer, il faut que nous utilisions sans modération nos sous-marins afin de détruire la force vitale de l'Angleterre. Entre février et mars 1917,
les U-boats réussirent à couler pas moins de 500 embarcations. Le nombre de navires marchands en provenance de pays neutres, arrivant intacts dans les ports alliés, chuta de 75%. Certains commandants de U-boats commencèrent à compter à leur actif un nombre inouï de bateaux coulés. Quand ils rentraient au port, après une expédition couronnée de succès, ils étaient accueillis en héros nationaux, un peu comme les as de l'aviation. L'Allemagne développa toute une propagande autour du statut héroïque des capitaines et des équipages de U-boats. Ces derniers commencèrent à arborer des drapeaux emblématiques correspondant au nombre de navires qu'ils avaient coulés. Pour eux, on créa les actualités filmées et ils devinrent des héros sur celluloïd. Ce petit vaisseau gris qui s'immergeait sous les vagues avait-il vraiment accompli tous ses exploits? Comment était-ce possible? Était-il concevable qu'un bâtiment aussi insignifiant puisse compromettre la mission de la puissante flotte ennemie tout entière, comme j'enviais les hommes à son bord? Le succès des U-boats entraîna un rationnement alimentaire en Grande-Bretagne. Même les troupes présentes sur le front ouest durent se serrer la ceinture. En 1917, les Alliés étaient dans le creux de la vague. Mais l'Amérique glissait de plus en plus vers la guerre. La campagne sous-marine menée actuellement par l'Allemagne contre le commerce vise l'humanité tout entière. C'est une guerre contre toutes les nations, et le monde se doit d'assurer la survie de la démocratie. Le 6 avril, les États-Unis déclarèrent enfin la guerre à l'Allemagne. Les Britanniques accueillirent leurs nouveaux alliés à bras ouverts. Il n'y avait pas la moindre animosité envers eux, pas un seul signe de jalousie, et recevoir des ordres d'un amiral étranger ne posait aucun problème. Ils étaient déterminés à faire tout leur possible pour défendre notre cause commune, et par conséquent, ils constituaient un précieux atout pour les Alliés. Mais même avec les Américains à leur côté, les Alliés devaient encore trouver une solution pour vaincre les U-boats. Comme les sous-marins allemands continuaient à décimer les navires alliés, l'une des tactiques consistait à regrouper les cargos en convois escortés par des cuirassés. Mais c'était seulement dans un but défensif. Avant d'attaquer les U-boats, encore fallait-il les trouver. On commença à utiliser des dirigeables pour repérer les sous-marins qui étaient obligés de passer la majeure partie de leur temps à la surface. Les dirigeables avaient un rayon d'action de 2500 km et pouvaient voler pendant presque 50 heures d'affilée. Ensuite, on arma des hydravions avec des torpilles, des bombes et des mitrailleuses afin d'attaquer les U-boats restés en surface. Nous avons été attaqués par un avion. Il est sorti furtivement de derrière le soleil et a annoncé son arrivée par un largage de bombes qui aurait facilement pu nous coûter la vie. Afin de localiser les U-boats en plongée, les Alliés se servirent d'un nouvel appareil, l'hydrophone. C'était une sorte de micro que l'on plaçait sous l'eau pour détecter le son émis par les moteurs électriques d'un sous-marin. Il était ensuite possible de déterminer à quelle profondeur celui-ci se cachait. Une nouvelle arme fit alors son apparition, la grenade sous-marine. Il s'agissait de mines que l'on catapultait depuis un navire et qui étaient réglées pour exploser à une profondeur donnée. Une grenade sous-marine éclata dans un vacarme épouvantable. Nous commençâmes à perdre espoir au fur et à mesure que le risque de nous faire pulvériser augmentait. Nous redoublâmes alors d'activité pour tenter de détourner nos esprits de notre fin imminente au fond de l'océan. Une autre idée des Britanniques fut le barrage de Douvres,
une barrière de filets et de mines destinée à stopper les U-boats qui rôdaient dans la Manche. Des champs de mines commencèrent à s'étendre à travers la mer du Nord. En 1918, les Alliés installèrent 70 000 mines dans le but d'empêcher les sous-marins allemands de pénétrer dans l'Atlantique. Il n'y a pas plus désagréable comme sensation que lorsque le bateau effleure les amarres d'une mine et que soudain la mort frappe de plein fouet. Parfois, les U-boats réussissaient à déployer des mines aux abords des ports britanniques et les déblayer représentait un travail très dangereux. Une fois récupérés, il fallait alors les désamorcer individuellement. En mer, les dragueurs de mines, qui étaient à l'origine des chalutiers reconvertis, entrèrent en service. Demandez à n'importe quel homme qui a servi dans la marine entre 1914 et 1918 quel était le travail à la fois le plus périlleux, le plus monotone et le plus désagréable de la guerre en mer. 9 fois sur 10, on vous répondra que c'était le travail des démineurs. On utilisait des câbles pour détacher les mines de leurs amarres, puis on les faisait sauter avec des tirs de fusil. Une ingénieuse invention fut le navire piège, aussi connu sous le nom de Q-ship. Il n'y avait aucun signe de vie à bord. Nous avons fait surface. Et soudain, le navire a pris vie. Des sabords camouflés se sont brusquement ouverts, le canon de la poupe a pivoté, d'autres canons encore apparurent, et nous nous sommes retrouvés sous un déluge de feu. Pour finir, les Anglais tentèrent de fermer les ports des U-boats situés sur les côtes belges. De drôles d'embarcations, à peine plus larges que des plateformes d'artillerie, avec des gros canons de 380 mm, furent envoyés pour pilonner les batteries allemandes qui protégeaient les refuges en question. En avril 1918, le port de Zeebrugge fut attaqué. 3 vieux navires y furent délibérément coulés, afin de barrer le passage aux sous-marins allemands qui auraient voulu entrer ou sortir. Durant cette opération, le croiseur britannique, le Vindicatif, fut gravement endommagé, mais par chance, il réussit à rentrer à sa base. Au début de l'année 1918, la combinaison de toutes ces tactiques avait permis de maîtriser la menace des U-boats. Les troupes américaines pouvaient désormais traverser l'Atlantique en toute sécurité et débarquer en Europe. La seule supériorité numérique des Alliés allait déjà se faire sentir. Mais les Anglais avaient aussi gagné la bataille du blocus, en partie grâce à leur acceptation du rationnement. La viande, le beurre et la margarine devinrent des produits de luxe, et les pommes de terre, la nourriture de base. La question du rationnement ne fut jamais abordée par l'Allemagne, qui finit immanquablement par manquer de nourriture et de réserves. La guerre totale se gagne en utilisant de la façon la plus efficace toutes vos ressources nationales. Durant la Première Guerre mondiale, les Allemands n'ont pas bien su gérer leurs ressources, justement. L'armée a mobilisé tous les ouvriers agricoles, puis elle les a envoyés au front, mais sans jamais les remplacer. Par conséquent, la productivité agricole s'est effondrée. La main-d'œuvre féminine n'a pas été exploitée, et aucune autre catégorie d'ouvriers n'a été aussi largement mobilisée. Donc, la productivité s'effondre. Ce qui veut dire qu'il faut importer de la nourriture. Mais c'est impossible à cause du blocus britannique. Alors les Allemands voient leurs rations diminuer de plus en plus, et d'un régime riche en graisse animale, ils finissent par survivre en mangeant des navets. La bataille navale avait commencé par la course au dreadnought. Et alors qu'elle touchait à sa fin, le déploiement de cuirassés américains et britanniques semblait symboliser la victoire des Alliés sur les océans.
mais on n'avait pas assisté au genre de conflit auquel on s'attendait. L'affrontement entre des cuirassés surarmés était en un sens une idée dans la lignée directe de feu l'amiral Nelson. À son époque, pour détruire l'ennemi, il suffisait de pouvoir envoyer de gros boulets de métal sur une grande distance. Alors qu'au cours de la Première Guerre mondiale, cette notion de bataille entre deux grandes flottes qui décident de l'issue du conflit s'est avérée complètement erronée. La guerre avait changé et perdu de son prestige. Désormais, il était question de logistique, de survie, de protection du commerce, et c'était comme ça qu'on allait vaincre l'ennemi. Les dreadnoughts connurent une fin plutôt ironique. Le 10 juin 1918, les Autrichiens mirent à l'eau leur modèle vedette, le Saint Istvan, dans l'Adriatique. Malheureusement pour lui, il fut immédiatement touché par 2 torpilleurs italiens. Il ne mit que 3h30 à couler. Étonnamment, seuls 89 hommes d'équipage périrent. L'époque des cuirassés était bel et bien révolue.